Donc, j'ai intitulé la première partie de la présentation « Quand l'union fait la force ». Et vous allez voir un peu pourquoi, comment on a réussi en fait à mieux se développer en se réunissant. Donc, bon, vous savez que depuis les années 90, les cliniques d'intervention précoce se sont développées beaucoup en Australie puis dans les pays scandinaves, par la suite en Angleterre. Et dans le fond, ce qui soutient le développement de ces cliniques-là, c'est l'hypothèse que la nature du traitement, son intensité, mais également le moment auquel il est instauré vont avoir un impact significatif sur l'évolution. Donc, en 2004, moi, j'étais allée me former en Australie en 2001, je suis revenue, puis on était quelques-uns en 2004 qui avions développé des cliniques pour premier épisode psychotique. Il y en avait qui avaient été développés à la fin des années 90 au Québec. Puis, en fait, ce qu'on constatait, c'est qu'il y avait peu de cliniques à l'extérieur des grands centres, même il commençait à y en avoir quelques-unes. Il y avait une durée de psychose non traitée qui était très longue au Québec. Il y avait encore beaucoup de préjugés et de méconnaissances sur la psychose dans la population générale et la prévention n'était pas une priorité gouvernementale. Donc, on a fondé ce qu'on a appelé l'Association québécoise des programmes pour premier épisode psychotique. On a vraiment fait une association officielle. Et en fait, cette association-là, d'abord, a été fondée par 5 psychiatres, puis s'est étendue à tous les professionnels, en fait, qui travaillent dans les cliniques pour premier épisode psychotique. Et donc, nos objectifs étaient de favoriser les échanges entre les professionnels de ces cliniques et les chercheurs qui étudient le domaine, d'améliorer la qualité et l'accessibilité des services pour les jeunes qui souffraient d'un premier épisode psychotique, de soutenir le développement de nouveaux programmes, de faciliter la formation des intervenants dans les programmes, parce qu'on constatait que les gens avaient peu d'accès à de la formation continue, et sensibiliser le grand public et les instances décisionnelles. Donc, on parle beaucoup des instances décisionnelles locales dans les hôpitaux, mais également gouvernementales, aux enjeux propres à la psychose émergente. Donc, qu'est-ce que l'ACPEP fait? En fait, par rapport aux différents objectifs que je vous ai nommés, donc l'ACPEP fait des journées de sensibilisation grand public. Ces journées-là ont lieu dans ce qu'on appelle les cégeps, ce sont des collèges. Donc, nous, on a l'école secondaire, puis après, juste avant l'université, il y a 2 années d'études qui s'appelle le cégep. Et dans les journées pédagogiques, on demande la collaboration des cégeps pour nous prêter les lieux et on organise des journées de formation grand public. C'est beaucoup par exemple, des gens qui interviennent auprès des jeunes, mais de toutes sphères différentes. Il peut y avoir des policiers, des gardiens de prison, aux professeurs, aux infirmières scolaires, par exemple aux organismes communautaires qui s'occupent des jeunes, etc. Et donc, on se promène, en fait, d'un endroit à l'autre, d'une ville à l'autre, et on présente essentiellement un peu ce que c'est la psychose, pourquoi il faut intervenir précocement, comment on détecte, comment on réfère, toujours avec des spécialistes québécois, mais aussi des spécialistes locaux dans la ville où on fait, en espérant que le grand public puisse référer mieux au programme. L'ACPEP a aussi un site Internet où on a de l'information, en fait, on voit ici les onglets, là, donc de l'information sur la psychose, sur les programmes d'intervention précoce. Toutes les cliniques, en fait, ont leur propre page web sur notre site. Donc, c'est offert gratuitement pour que les cliniques, donc on a une photo de l'équipe avec les services qui sont offerts, comment contacter la clinique, etc. Puis, il va y avoir aussi des événements, donc des événements qui sont grand public, par exemple, comme la journée de sensibilisation, mais aussi il va y avoir des événements pour les professionnels. Donc, il y a une section membres où on va retrouver toute une bibliographie pour comment implanter un programme, etc. Puis ensuite, toutes les formations qu'on donne habituellement, soit les dias vont être disponibles ou parfois même des enregistrements. On a aussi un porte-parole, donc il y a un jeune qu'on voit ici qui est un auteur, compositeur, interprète qui a lui-même fait un épisode psychotique et qui a été traité dans une de nos cliniques, qui est devenu notre porte-parole. Et on se lie avec différents partenaires ça c'est un festival de films en fait sur la santé mentale là, qui est organisé avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal, une association en fait de parents qui va aussi donner des services là, parallèles et à laquelle on va en fait publiciser leurs événements, etc. Pour nos membres plus particulièrement, donc à chaque année à peu près, on a des formations spécialisées pour la population d'intervention précoce, donc par exemple les thérapies familiales, la thérapie cognitivo-comportementale, les programmes intégrés avec la toxicomanie, etc.
Et on a, bon, je vous ai parlé de la section membres sur le site web. On offre aussi des webinaires. Vous n'utilisez pas le même terme, mais ce sont des conférences, en fait, qui se donnent via Internet, mais qui peuvent être interactives. Et elles sont aussi filmées et ensuite stockées, donc les gens peuvent y retourner par la suite. Et à chaque 2 ans, et probablement qu'on va le faire à chaque année maintenant, parce qu'il y a de plus en plus de cliniques, on organise une journée de réflexion, en fait, où il y a environ une centaine de participants, là, des professionnels de chaque clinique qui vont venir et on va faire des ateliers sur différents thèmes qui peuvent être, par exemple, qu'est-ce que chaque clinique fait par rapport à, par exemple, la parentalité dans leur clinique ou pour l'intervention familiale. Donc, on va partager un peu des façons de faire. On partage parfois des outils et ça permet de voir comment chacun réussit à adapter le modèle à sa réalité clinique. Là, je vais y revenir plus tard. L'autre élément important, c'est on va aussi prendre des décisions pour savoir, dans ces journées-là, est-ce qu'on aurait des représentations à faire auprès des instances décisionnelles, parce qu'on va en reparler aussi plus tard, mais un des facteurs limitants, c'est souvent le budget ou le manque de support des instances décisionnelles pour le développement des cliniques. Autre chose qu'on fait pour les membres, en fait, on donne des bourses de perfectionnement pour des formations en intervention précoce. Donc, à chaque année, il y a le congrès de l'IEPA. Donc, on offre une bourse d'environ 2 000 à 3 000 $, assez pour couvrir les frais pour aller au congrès. Donc, ça permet, de publiciser le congrès, de motiver les gens à y aller. Puis, ça permet aussi à des gens d'y aller. Puis, on a différents critères. On veut que ce soit des cliniques un peu différentes qui puissent y aller, pas toujours les mêmes cliniques. Il faut que les gens, en fait, rapportent l'information à leur clinique et à notre association lors de notre événement annuel. On donne aussi des bourses pour des congrès plus locaux aussi ou d'autres formations en lien. Ensuite, je dirais l'élément principal de la force de l'ACPEP, c'est vraiment le réseautage. Donc, il y a vraiment une meilleure synergie entre les différents acteurs là, qui travaillent auprès de ces jeunes. Donc, on va partager de l'information sur les différentes ressources qu'on a trouvées utiles, les différents partenariats, les différents outils cliniques que chacun va créer. Je vais y revenir plus tard. On va même se partager la tâche pour développer chacun des outils qui vont être complémentaires et qu'on va se partager par la suite. Ça facilite aussi les transferts entre les cliniques. Un jeune qui déménage, par exemple, de Paris à Nice, bon, on se connaît, on peut se contacter puis faire des transferts plus facilement. Bien sûr, c'est pas de Paris à Nice chez nous, là, mais entre Montréal et Québec, par exemple. Et on va aussi offrir des stages d'observation. Donc, il y a des cliniques qui sont plus expérimentées que d'autres ou des cliniques qui ont développé un sous-programme spécifique et d'autres veulent s'en inspirer. Donc, on facilite cette organisation-là. Donc, quand je vous disais qu'on va même se partager la tâche en termes d'outils, donc souvent quand on se rencontre, on va arriver à la conclusion que, par exemple, il nous manque, on aurait besoin d'un site web grand public pour l'information sur les premiers épisodes psychotiques. D'autres vont dire on aurait besoin de matériel pour l'intervention en toxicomanie. Donc, en fait, on se partage un peu les tâches selon les intérêts de chacun, ou on partage en fait les projets qui sont en cours pour pas que tout le monde soit en train de travailler sur les mêmes choses. Puis, on essaie de faire des outils qui sont adaptables ou utilisables par les autres. Donc, par exemple, la clinique où je travaille, la clinique JAP, on a monté une équipe spécialisée pour les jeunes itinérants et toxicomanes qui présentent un premier épisode psychotique parce qu'étant au centre-ville de Montréal, on a beaucoup cette sous-population dans notre clinique. Autre chose qu'on a fait, nous, c'est un site web qui est d'ailleurs ici. Je vous invite à le consulter, premierépisode.ca. En fait, il y a beaucoup de matériel psychoéducatif pour les jeunes, leurs familles, que vous pouvez utiliser dans votre intervention. Ils peuvent eux-mêmes surfer sur le site. On a ici, par exemple, différents thèmes comme la psychose, puis il y a plusieurs sous-onglets après que les gens peuvent ouvrir, qui vont donner de l'information sur c'est quoi les symptômes, quels sont les traitements. Il y a toujours aussi des vignettes vidéo d'environ 3 minutes où on va avoir des jeunes qui témoignent, leur famille, et aussi des intervenants qui vont parler de leur perception de ces différents items-là. Fait qu'on va parler de la toxicomanie, du retour au travail, aux études, etc. Et ici, bon, c'est ça, c'est un peu plus local, mais on décrit vraiment la clinique comme telle, puis on voit une photo des intervenants avec un peu leur historique. Puis il y a vraiment des outils pour la famille et les proches, et on réfère à d'autres sites web aussi, ou à des outils en ligne. L'intérêt, je pense, du site, c'est que c'est en français. Il n'y a pas beaucoup d'outils en français qui sont autant développés. Donc, je vous encourage à l'utiliser.
Ensuite, bon, c'est ça, il y a d'autres cliniques qui ont fait des outils, par exemple des manuels de TCC, donc de thérapie cognitivo-comportementale pour la psychose. Certains sont des outils que les patients peuvent utiliser, donc pour les hallucinations. D'autres ont fait des outils qui peuvent aussi être utiles, qui s'appellent Bon Trip, Bad Trip, sur les drogues. En fait, c'est une thérapie de groupe qui peut s'échelonner sur 8 à 12 séances. Et c'est un manuel, en fait, là, qui peut être utilisé avec beaucoup de matériel à l'intérieur. Je vais abréger là-dessus parce qu'il y a des choses qui sont un peu plus locales, mais en fait, chacun développe des choses puis on les partage. Ensuite, l'ACPEP, une fois qu'on convient qu'on a besoin de faire des démarches là, de lobbying, que j'appelle donc de représentation auprès des instances décisionnelles, on va aller chercher des partenaires. Donc, on est allé chercher l'appui, il y a à peu près 5 ans, de l'Association des médecins psychiatres du Québec. Il a fallu se reprendre à plusieurs reprises pour qu'ils s'impliquent de façon très, très active. Et en fait, ils ont déposé, eux, au ministère de la Santé et des Services sociaux, il y a quelques années, un plan d'action pour les services psychiatriques, donc ce que l'association constatait qui était déficiente dans tous les domaines. Ils parlaient autant de la psychiatrie de l'enfance que de la psychiatrie de la personne âgée, et on leur a suggéré de mettre des recommandations. Donc, on a fait partie d'un groupe de travail, donc des membres de l'ACPEP. Et en fait, notre association a proposé des mesures très concrètes. Par exemple, il demandait qu'il y ait le développement de programmes, premier épisode, ou d'autres programmes efficaces dans d'autres domaines. Et ils ont aussi demandé que le gouvernement fasse ou donne la possibilité, en fait, qu'il puisse y avoir des programmes qui couvrent à la fois les adolescents et les jeunes adultes pour éviter l'âge de la transition à 18 ans, où il y a beaucoup, en fait, de bris de service, ce qui va beaucoup nuire à l'engagement. Donc, différentes recommandations que notre association a faites également. Ils ont demandé au gouvernement de prendre des mesures pour qu'il y ait une meilleure détection dans les écoles, les différentes institutions de la psychose émergente. Et tout ça a effectivement porté fruit. Donc, à la fois les démarches de l'ACPEP et de notre association des psychiatres. Et le ministère de la Santé et des Services sociaux a publié en 2015 le plan d'action 2015-2020. Et dans ce plan d'action, le ministère s'est engagé à élaborer et diffuser des standards de pratique fondés sur les données probantes pour les premiers épisodes, à assurer que tous les établissements du Québec offrent ces services aux personnes atteintes d'un premier épisode, assurer également une prise en charge rapide parce que c'était très variable. En fait, bon, souvent, il n'y avait pas de programme dans plusieurs régions. Il y avait d'autres régions qui avaient des programmes, mais qui n'arrivaient pas à répondre rapidement au délai. Donc, ils se sont engagés à donner les moyens de pouvoir répondre rapidement. Et ils ont mis des normes, en fait, là, je vais y revenir. Donc, 24 heures si une crise maximum, 2 semaines si l'état est stable. Et ils se sont engagés également à lutter contre la stigmatisation et la discrimination par des campagnes d'information et de sensibilisation. Donc, ça a été les engagements du gouvernement. Entre autres, je vous ai mis ici des extraits de ce plan d'action en santé mentale. Donc, on était quand même contents parce qu'il y avait vraiment des mesures concrètes qui étaient proposées et non seulement des souhaits, parce qu'il y avait eu un premier plan d'action en santé mentale 2010-2015 où on parlait d'intervention auprès des jeunes, même de cliniques de premier épisode psychotique, mais sans qu'il y ait de mesures concrètes et ça n'avait en fait pas vraiment porté fruit. Donc, ici, le ministère donne donc des mesures où il s'engage à élaborer et diffuser, en fait, des guides de pratique ou des standards de soins et demande à chaque établissement de santé qui offre des soins de santé et services sociaux d'offrir des services spécifiques aux jeunes adultes présentant un premier épisode psychotique. Donc, ces mesures-là nous ont aidés, en fait, à développer des programmes, vous allez voir par la suite, dans les endroits où il y avait moins d'initiatives locales. Parce que les premiers programmes ont été mis sur pied par des passionnés, par des gens qui se sont battus là, malgré les barrières administratives, mais il y avait plusieurs autres établissements où il n'y avait pas de service offert. Donc, je vous ai mis ici, c'est juste pour vous montrer, là, dans plusieurs endroits dans ce plan d'action, on a prévu même la place des cliniques PEP dans l'organigramme là, du réseau de la santé mentale au Québec. Et on a ici, dans le même plan d'action, on parle de délai d'évaluation pour les jeunes qui présentent un premier épisode psychotique par les programmes. Donc, il y a vraiment une demande assez claire qui correspondait à ce que nous souhaitions, également à ce que nous avions recommandé pour la prise en charge des premiers épisodes psychotiques.
Au Québec, il y a un Centre national d'excellence en santé mentale qui a été créé en 2008. C'est un organisme qui relève de la direction de la santé mentale du ministère de la Santé et Services sociaux, donc c'est MSSS. Et il soutient habituellement les établissements. Ils ont un rôle de consultant pour les aider à mieux développer leurs services de santé mentale. Ils ont un rôle de leader dans la promotion des standards de qualité. Et ils essaient d'offrir des opportunités de réseautage entre les différents hôpitaux. Donc, c'est une instance qui est gouvernementale. Nous avions demandé au ministère, parce qu'en fait, l'ACPEP, c'est une association de bénévoles, en fait. On avait dit au ministère, c'est de votre responsabilité, en fait, d'assurer qu'il y ait cet échange. Et donc, le Centre national offrait cette possibilité. Et donc, à partir de 2017, le ministère a donné le budget au Centre national pour qu'il y ait un conseiller de leur centre qui soit spécifiquement dédié aux premiers épisodes psychotiques. Tout de suite, même un peu avant ça, donc depuis 2014, le Centre national d'excellence en santé mentale s'est associé avec l'ACPEP pour la production d'un guide d'implantation des programmes. Donc, ils ont vraiment sollicité notre avis et notre expérience terrain pour pouvoir élaborer un guide d'implantation qui a été publié. Encore une fois, là, je vous citais d'autres mesures là, qui impliquent le Centre national d'excellence dans l'intervention précoce pour la psychose. Donc, en 2017, novembre 2017, le ministère de la Santé et des Services sociaux a investi 10 millions de dollars pour la création de 15 nouvelles cliniques. Donc, on avait fait le bilan, l'ACPEP, on a fait un sondage que je vais vous présenter par la suite, puis on a vu qu'en fait, il y avait un manque d'environ 15 nouvelles cliniques des régions qui n'étaient pas desservies au Québec. Et le ministère a donc investi un 10 millions de plus qui est récurrent et qui permettrait la création de 15 nouvelles cliniques. Et en fait, ils ont publié un cadre de référence qui devrait baliser en fait le travail des cliniques. C'est vraiment un guide qui est plus organisationnel. Il y a quand même un contenu un peu scientifique, mais qui va un peu dire à quoi devrait ressembler une clinique, qu'est-ce que ça devrait contenir, quels services devraient être offerts, etc. Donc, je vous explique maintenant un peu plus comment sont implantés maintenant les programmes au Québec. Donc, on voit ici, la première clinique a été mise sur pied en 1987 par Dr Pierre Lalonde, ce qui était autrefois l'hôpital Louis-H-Lafontaine et qui est maintenant l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Puis, on suivi plusieurs autres cliniques. Là, il y a eu une certaine proportion qui se sont ouvertes à la fin des années 90, début des années 2000. Moi, je travaille à la clinique JAP ici, à Montréal. Puis, par la suite, il y a eu d'autres cliniques qui se sont ouvertes. Ceux-là sont beaucoup plus situés dans les régions périphériques, alors qu'au début, c'était beaucoup plus des centres académiques, là, sauf un ou deux. Pardon. Puis en fait, pour vous donner une idée là, de l'implantation, on voit ici que, en fait, en 2015, cette diapositive-là, ou en fait, voyez-vous que depuis 2014, mais mettons jusqu'en 2015-2016, il y avait eu 4 nouveaux programmes entre 2014 et 2016. Des programmes qui ont plus de 5 ans, il y en avait environ 7 programmes, puis qui avaient plus de 10 ans, il y avait encore environ 8 programmes là, qui avaient plus de 10 ans. Donc, c'est vraiment une implantation qui a été progressive là, à travers les années. Donc, il y a eu, dans le fond, depuis 2017, avec le nouveau financement, il y a environ 15 nouvelles cliniques qui vont se développer. Et il y en a d'autres qui n'ont pas eu de financement supplémentaire, qui étaient dans des régions qui étaient quand même dépourvues de programmes et qui vont aussi développer des programmes, mais ça amène des défis supplémentaires dont je vais parler tout à l'heure. Alors, quand on regarde, là, on a fait un sondage, en fait, en 2015-2016 pour voir quel était l'état des pratiques au Québec. À l'époque, il y avait 18 programmes, 17 des programmes ont répondu au sondage. Donc, on a vraiment un bon portrait de ce qui se passe au Québec. Alors, on voit que on a mis les centres académiques. La raison pourquoi on a séparé les centres qu'on appelle académiques et non académiques, c'était pour voir un peu quelle était la différence. Est-ce que, par exemple, les centres académiques qui sont habituellement aussi en région périphérique ou semi-rurale ou rurale, est-ce qu'ils ont des réalités différentes qui font qu'ils ont plus de difficultés ou, à l'inverse, est-ce qu'ils répondent très bien aux standards de soins? Et souvent aussi, les programmes non académiques étaient un peu plus récents alors que les autres étaient plus anciens. Donc, on voulait voir s'il y avait une différence. Puis, il y a aussi quelques programmes pédopsychiatriques. En fait, il y en a 3 au Québec, qui sont tous dans des centres universitaires. Donc, on voit que dans les programmes
dits académiques. Les populations desservies sont de 125 à 600 000, avec une moyenne d'environ 250-300 000 de population. Les régions non académiques, ça va être plus petit, donc 77 000 à 120 000, ce qui va influencer en fait le nombre de nouveaux cas incidents et même le bassin. Hein. Donc, même par rapport à l'intervention, pour faire des interventions de groupe, ça implique une autre réalité. Donc, parfois, on n'a pas toujours assez de patients pour faire un programme de groupe très, très fourni. On voit ici pour la pédopsychiatrie. Donc, le nombre de nouvelles références par année va varier de 30 à 156. C'est de façon assez proportionnelle avec la population. Dans les régions non académiques, 15 à 35 nouveaux cas par année, puis plus ou moins 50 dans les programmes de pédopsychiatrie. Avec les taux d'admission, en fait, par rapport aux nouvelles références, c'est que, vous allez voir, je vais en parler tout à l'heure, une des recommandations, c'est qu'on prenne des références de peu importe où. Donc, les gens peuvent s'auto-référer, un parent peut référer son enfant, contrairement au Québec où, pour être référé à un psychiatre, normalement, il faut toujours avoir une référence au moins d'un médecin de famille ou d'un autre spécialiste. Et en fait, les gens avaient très peur d'être submergés par des demandes inadéquates. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que c'est presque 80% des références qui sont pertinentes et qui vont se terminer en une admission dans le programme. L'âge moyen à l'admission est de 23 ans, en fait, pour les programmes qui prennent des jeunes de 18 à 30 ou 35 ans. Par contre, pour les programmes qui vont inclure à la fois l'âge adolescent et adulte, on a un âge moyen de 20 ans et de 15 ans dans les programmes pédopsychiatriques. Dans les milieux non académiques, ils vont souvent faire leur clinique dans la communauté, donc pas directement dans l'hôpital, ce qui peut parfois aider au niveau de la déstigmatisation pour les jeunes. Alors, nos défis les plus importants, je dirais que c'est l'adaptation des cliniques existantes sans ressources supplémentaires, parce qu'il y a beaucoup d'anciennes cliniques qui n'ont pas reçu de budget supplémentaire. Et le cadre de référence, je vais vous présenter tout à l'heure un peu les différents items, mais est quand même assez exigeant en termes de performance, ce qui fait que pour des cliniques qui sont petites et qui n'ont pas eu de budget, ça peut être assez difficile à appliquer. L'autre chose, c'est qu'on va se retrouver avec une vague. Je vous ai montré, il y a eu à peu près 18 programmes qui se sont développés de, on va dire, la fin des années 90 jusqu'à 2015, donc sur 15 ans environ, 15-20 ans, alors que là, il y a 15 nouveaux programmes qui se développent à l'intérieur d'un an. Donc, c'est un développement qui est très, très rapide. Et il y a aussi le nouveau défi d'intégrer des cliniques pour adolescents et jeunes adultes. Dans les milieux, je vous avais dit, un peu semi-ruraux, ils avaient déjà développé des programmes en ce sens, mais c'est quelque chose qui n'est pas encore présent. Puis il y a beaucoup de défis organisationnels puis de résistance à faire ça, à la fois là, de la part de la pédopsychiatrie et la psychiatrie adulte. Et finalement, les services pour états mentaux à risque, donc pour les prodromes, il y en a très peu au Québec. Habituellement, on avait habitude de référer à certains centres qui ont des cliniques spécialisées de recherche, alors que le guide, le cadre de référence demande qu'il y en ait un peu partout. Nous avons recommandé au ministère d'attendre, de d'abord implanter mieux les programmes bien établis pour la psychose, puis par la suite d'aller vers les prodromes. Puis c'est ce que le gouvernement a effectivement acheté, cette recommandation. Donc, je reviens à l'ACPEP. Donc, on a en fait une association où on a un président, vice-président, secrétaire et trésorier, puis 8 conseillers, en fait, qui vont représenter soit différentes fonctions de notre association ou encore différents types de réalités. Donc, on a, par exemple, un représentant des cliniques émergentes. On a aussi un représentant des régions, donc des régions plus éloignées qui vont vivre des réalités différentes. Puis après, pour nos différentes fonctions, pour les bourses, le site web, la formation continue, la recherche, on a différents responsables. Alors, l'ACPEP en 2018, quels sont nos nouveaux défis? C'est vraiment de continuer les liens entre les instances ministérielles et le Centre national d'excellence pour aider à l'implantation et leur faire voir quelles sont les difficultés qu'on rencontre. Le lien avec les médias, là, on a la légalisation du cannabis qui va arriver incessamment au Québec, donc ça fait beaucoup parler de la psychose, ce qui est une bonne chose. La participation aussi, on a fondé, je vous en parle à l'instant, en fait aussi un consortium canadien d'intervention précoce pour la psychose. Donc, on est en lien avec eux, l'ACPEP, et tout récemment, la création de la branche francophone de l'IEPA. Je vais revenir à la fin de la présentation, mais je vous invite vraiment tous à vous joindre à nous. Puis s'il y a des gens qui sont intéressés à s'impliquer dans cette organisation-là, on est très preneurs.
Donc, c'est ça. En 2012, donc beaucoup plus tardivement, on a fondé aussi une association pan-canadienne, encore une fois pour avoir un certain pouvoir représentatif auprès des instances fédérales, mais il faut savoir qu'au Canada, en fait, les soins de santé sont gérés par la province. Donc, il y avait une pertinence, mais peut-être moins urgente que de se rassembler au niveau du Québec. Donc, en conclusion, pour cette partie de la présentation, le réseautage nous semble primordial pour les personnes atteintes, pour leurs familles, mais aussi pour les professionnels et les dirigeants. Le développement à travers tout le Québec de cliniques PEP qui répondent aux standards de qualité nous semble essentiel et c'est vraiment important que l'ACPEP puisse contribuer à ça. Et vous allez voir par la suite que c'est vraiment par le biais de ce mentorat et de cette communauté de pratique qu'on est arrivé à faire évoluer les choses. Ensuite, on pense que ça prend vraiment un leadership médical, donc vraiment des psychiatres qui vont d'abord avoir le lead ou le leadership dans cette association-là, mais il faut quand même assez rapidement impliquer d'autres professionnels, des infirmières, ergothérapeutes, travailleurs sociaux, pour vraiment qu'il y ait une meilleure communication, une meilleure adoption des pratiques, en fait, par tous les membres des équipes et aussi une bonne communication avec les différentes instances. Donc, je vais passer maintenant à une autre partie de la présentation qui va être vraiment plus sur l'implantation des programmes comme tels. Quelles sont les composantes qui sont essentielles? Donc, on va revoir quelles sont les composantes essentielles des programmes. Je vais vous présenter aussi l'état actuel de l'implantation des services pour chacun de ces items-là, chacune de ces composantes-là au Québec, pour voir est-ce que c'est facile, en fait, d'être assez fidèle au modèle. Puis, on va discuter, en fait, par la suite des défis de l'implantation à large échelle et des solutions possibles qui ont été mises de l'avant au Québec. Donc, pour vous dire, là, on a consulté toutes ces lignes directrices et ces articles scientifiques, dont certains qui étaient canadiens, d'autres internationaux, pour pouvoir en arriver à résumer les recommandations dont je vais vous faire part. Puis en fait, ça se répète relativement d'un guide à l'autre avec certaines différences. Donc, d'abord, les principes fondamentaux des programmes d'intervention précoce. S'il y a quelque chose à retenir, c'est les 2 prochaines diapositives. Donc, ça prend un accès facile et rapide au service. Plus on est tôt, plus les jeunes ont de l'autocritique et plus ils vont être demandeurs de soins. Plus la psychose avance, plus l'autocritique se perd et moins ils sentent qu'ils ont besoin de soins. Et là, en fait, on met beaucoup plus d'efforts à traiter les jeunes pour moins de résultats que si on intervient tôt. Donc, il faut éliminer les obstacles qui causent les délais. Et malheureusement, je n'ai pas le temps aujourd'hui de vous parler de ça en détail, mais plusieurs études ont démontré que la majorité, en fait, la plus grande proportion du délai pour l'obtention d'un traitement efficace se trouve au sein des systèmes de santé et non auprès des patients qui n'ont pas d'autocritique ou qui ne détectent pas la maladie. En fait, il y a plus du 2/3 des délais qui sont inhérents au système de santé et souvent entre l'accès à la première ligne et la deuxième ligne. Donc, les gens ont accès à la première ligne, mais avant d'avoir accès aux soins psychiatriques spécialisés, c'est là où il y a le plus de temps. Donc, l'intervention doit débuter rapidement. On a parlé hier déjà amplement du case manager, donc le case manager qui va être vraiment le point central du traitement. Et on doit offrir un éventail d'interventions biopsychosociales qui sont basées sur les évidences, je vais vous les énumérer tout à l'heure, et faire de l'engagement des patients et de la continuité de soins vraiment une priorité. Donc, ça, c'est vraiment les éléments à retenir. On parle de faciliter l'engagement. Comment on facilite l'engagement? Alors, d'abord, on facilite l'accessibilité, à la fois pour avoir accès au programme, mais après aussi pour avoir accès au traitement. Donc, les intervenants vont beaucoup se déplacer dans la communauté pour aider le jeune à faire les démarches nécessaires pour son intégration, mais parfois aussi pour donner les soins. On va essayer de réduire les abandons de suivi, donc à la fois par l'outreach, mais aussi par beaucoup de relances. Donc, en fait, c'est les patients qui ne viennent pas qu'il faut essayer de courir après. Ceux qui viennent, de toute façon, peut-être qu'ils auraient même moins besoin des services. Je dis ça dans le sens où ils vont être demandeurs et courir après des services, alors que ceux, souvent, qui en ont beaucoup besoin, ne vont pas être demandeurs. Admettre les patients qui ont moins de 18 ans et offrir une continuité de soins entre l'avant 18 ans et l'après 18 ans, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de ruptures de service à ce moment-là. Les jeunes commencent à développer une relation thérapeutique avec quelqu'un et pouf, ils ont 18 ans, ils doivent recommencer avec quelqu'un d'autre. Et souvent, il y a aussi les gens qui font de la psychiatrie adulte hors des programmes premier épisode ont souvent moins l'habitude de travailler avec des jeunes adultes qui sont souvent tout comme des adolescents, là.
Offrir le modèle case management, c'est vraiment une façon de faciliter l'engagement par le développement d'une relation thérapeutique particulière avec un intervenant. Et respecter le ratio patient-clinicien, là, je vais y revenir, mais c'est sûr que si les cliniciens ont la charge d'un trop grand nombre de patients, nous on appelle ça les caseloads, ça devient impossible en fait d'être très flexible et accessible et de faire de l'outreach. Finalement, le dernier point qui est très important, c'est vraiment l'aspect philosophique, c'est-à-dire ce qui fonctionne bien dans les cliniques premier épisode, c'est dans le fond, l'attitude des cliniciens qui va être beaucoup plus youth-friendly, même dans l'environnement physique, la façon que la clinique est organisée, l'ambiance, l'approche, la façon de parler aux jeunes. Alors, on a schématisé ici un peu à quoi ressemblent les programmes. Donc, ce qu'on voit, c'est que dès le départ, le jeune va être évalué par un psychiatre, souvent déjà d'emblée avec un autre professionnel, sinon à la deuxième rencontre, il va avoir un autre professionnel qui va être intégré. Et au départ, le suivi avec le psychiatre va être très intensif, parfois plusieurs fois par semaine. On va prioriser de faire des suivis intensifs en ambulatoire à l'hospitalisation. Donc, on va garder l'hospitalisation pour des jeunes qui vont présenter une dangerosité pour eux-mêmes ou pour autrui, ou qui sont incapables de collaborer à des soins en externe, par exemple de venir à des rendez-vous ou de prendre une médication malgré une supervision qui peut être offerte. Et on va, par la suite, à travers les 3 à 5 ans de suivi, le psychiatre va commencer à voir le jeune de moins en moins souvent. Habituellement, là, dans les dernières années, ça va être une fois par mois, puis même vers la fin, on va essayer de les voir moins souvent, jusqu'à, par exemple, une fois ou 3 mois, pour voir s'ils sont capables, en fait, de transiter vers des services plus réguliers avec une moindre intensité de service. Si on voit que ce n'est pas possible, on va, par la suite, après nos cliniques PEP, diriger vers des programmes plus intensifs. L'intervenant principal, un peu de la même chose, va s'impliquer de façon assez intensive dans la première, deuxième année, puis il va diminuer l'intensité de son suivi et pour ne s'impliquer que lors de crise. Donc, s'il y a des rechutes, s'il y a une perte d'emploi, nécessité de changer d'hébergement, etc. Il y a beaucoup de jeunes pour qui ce n'est pas possible, mais ça va nous indiquer justement vers quel type de suivi il faut l'envoyer par la suite. Là, je vais y revenir après. On va offrir des interventions de groupe dès le début. Donc, nous, on offre, en fait, au début, quand les jeunes entrent dans le programme, il y a un programme de groupe, en fait, à tous les jours auquel les jeunes peuvent participer. On va choisir les interventions qui correspondent à leurs besoins. Donc, il y a des groupes qui sont toujours ouverts. Puis par la suite, plus le jeune progresse, il va y avoir des groupes qui vont être fermés, qui vont être plus... par exemple, les groupes ouverts, c'est les groupes psychoéducatifs ou il y a des groupes motivationnels pour l'arrêt de l'abus de substances, un groupe de sport. Alors que plus le jeune avance, il va avoir des groupes à ce moment-là plus fermés de thérapie cognitivo-comportementale, par exemple, qui vont viser différents aspects, soit l'anxiété sociale chez les jeunes psychotiques ou encore les symptômes psychotiques résiduels. On va viser de plus en plus l'intégration dans la communauté. Donc, il y a même des activités de groupe de la clinique qui vont se faire dans des organismes communautaires. Puis, de plus en plus, on aide le patient à s'intégrer dans sa communauté. Les interventions familiales vont être présentes dès le début et vont être adaptées selon les besoins. Donc, toutes les familles ont accès à de la psychoéducation familiale en groupe, en individuel, mais aussi des rencontres où on va discuter des plans d'intervention en famille. Puis, pour les familles qui ont plus de difficultés, on va offrir de la psychothérapie systémique à ce moment-là. Alors, ici, on va passer thème par thème, là, les composantes essentielles du programme, puis je vous ai mis un peu pourquoi, dans le fond, c'est recommandé. Ici, je recule. On a résumé ici, en fait, les recommandations du cadre de référence là, québécois, mais en fait, ce sont les mêmes que celles des documents internationaux que je vous ai mis à peu de choses près. Donc, d'abord, on doit accepter des références de sources multiples, comme je vous ai expliqué, parce qu'on sait qu'à chaque étape où la personne doit être référée par une autre personne, qui doit référer à une autre personne, on perd des jeunes, on perd énormément de temps, ce qui amène souvent des durées de psychose non traitées de près d'1 an, sans compter la période prodromique. Les interventions, en fait, on doit faire des interventions auprès des gens qui réfèrent puis auprès de la communauté pour les sensibiliser à l'importance de référer rapidement, comment détecter la psychose émergente, puis aussi comment référer à nos services. Et ensuite, leur redonner du feedback pour leur dire, bien, oui, vous nous avez référé telle personne, c'était une bonne référence pour telle raison, ce qui va amener une amélioration, en fait, du processus là, de référence. Et on doit évaluer les patients assez rapidement. On parle de moins de 72 heures entre le premier contact
contact et la première évaluation. Ce n'est pas toujours l'évaluation psychiatrique qui peut prendre parfois jusqu'à une semaine ou plus si le patient est stable, mais c'est vraiment au moins une évaluation par un professionnel de l'équipe pour voir les besoins et l'urgence des besoins. Les critères d'admission, donc on parle de critères d'âge entre 12 et 35 ans, je l'ai expliqué, l'idée c'est d'éviter la rupture de soins. Ensuite, des critères diagnostiques qui sont larges. Donc, on admet tous les troubles psychotiques, qu'on parle de schizophrénie, troubles schizoaffectifs, maladie bipolaire avec éléments psychotiques, dépression avec éléments psychotiques. Le but étant encore, d'abord, de ne pas attendre d'avoir un diagnostic très, très précis. On sait qu'il y a déjà de la psychose, donc on sait qu'il faut intervenir et l'intervention est assez similaire, qui va être beaucoup plus dimensionnelle, comme l'a expliqué le professeur Conus hier. Ce qui va varier, c'est surtout la pharmacologie, mais toute la partie réadaptation et psychosociale va se ressembler. Et on sait qu'en fait, il y a beaucoup, pour ce qui est du volet des psychoses dites toxiques ou induites par des substances, en fait, il y a des études qui ont démontré que jusque 3/4 de ces jeunes-là ont en fait un trouble mental sévère, qu'il s'agisse pour 50% environ de schizophrénie ou 25% de maladies bipolaires, qui vont en fait être diagnostiquées entre 1 et 3 ans après la dite psychose toxique, qui était souvent soit un mauvais diagnostic, en fait, parce que les jeunes vont souvent pas tout donner l'information, ou encore qui va être une évolution, c'était le début d'une maladie, en fait. Autre chose, c'est d'avoir le moins de critères d'exclusion possible. Donc, on prend les jeunes qui ont de l'abus de substances comorbides, qui ont des problèmes judiciaires, etc. Ce sont souvent des conséquences de la maladie, donc ça ne fait pas de sens de les exclure. La rétention des patients, donc beaucoup d'efforts vont être mis pour l'engagement des patients. Donc, on a parlé d'outreach. On vise un taux d'abandon de moins de 10% par année. Ensuite, les services offerts vont regrouper beaucoup d'interventions biopsychosociales, mais principalement la psychopharmacologie à faible dose, comme l'expliquait hier professeur Krebs, intervention familiale, thérapie cognitivo-comportementale et l'outreach dans la case management avec outreach, donc dans la communauté. Les hospitalisations, donc idéalement, d'avoir accès à des lits pour le programme premier épisode, c'est idéal, parce qu'à ce moment-là, il y a une continuité en termes de philosophie de soins. Idéalement, chez nous, c'est la même équipe, c'est les mêmes psychiatres qui font le volet externe et l'hospitalisation des patients. Ils vont même les voir à l'urgence. Donc, il y a vraiment une continuité dans tout, dans le plan d'intervention, etc. Et sinon, il faut que ce soit des équipes qui soient très, très rapprochées. On fait les hospitalisations les plus courtes, comme j'ai dit tout à l'heure. Et si, on est capable d'avoir une unité spécifique pour les jeunes, c'est encore mieux parce qu'à ce moment-là, les règlements, la façon que l'unité est gérée, c'est vraiment beaucoup plus adapté aux jeunes. Puis sinon, ce qui est recommandé, c'est au moins que tous les jeunes soient regroupés sur la même unité d'hospitalisation et qu'il y ait en fait du personnel qui s'occupe, ce soit toujours un peu le même personnel qui s'occupe spécifiquement de ces jeunes. Le modèle case management, je ne vais pas aller dans le détail, mais simplement vous dire qu'on suggère des ratios dans la littérature qui vont varier de un intervenant pour 8 à 15 patients. Au Québec, dans notre plan, dans notre cadre de référence, ils ont parlé de 1 intervenant pour 16 patients, qui est beaucoup mieux que ce qu'il y a dans la réalité dans la plupart des cliniques. En fait, dans les plus vieilles cliniques, on se retrouve avec des caseloads d'entre 20 et 30 patients, plutôt proches du 30 patients, parfois même plus, alors que les nouvelles cliniques vont beaucoup plus être dans le range qui est proposé ici. La composition des équipes, donc des équipes multidisciplinaires qui incluent dans l'équipe un psychiatre et non des psychiatres qui vont donner des services à des jeunes qui sont pris en charge par les cliniques. On demande aussi que les gens soient à temps plein ou au moins 4 jours semaine parce que les jeunes bougent vite, ils changent d'idée, les crises arrivent vite, on doit intervenir souvent rapidement avec l'employeur, avec l'école, etc. Donc, si les intervenants sont là à demi-temps, ils n'ont pas l'occasion d'être assez disponibles pour répondre aux besoins. On parle d'intégration de pairs aidants dans les cliniques également, puis d'avoir des spécialistes en réinsertion socio-professionnelle, en toxicomanie, d'avoir un chef d'équipe qui coordonne le tout et bien sûr d'avoir toutes sortes d'autres professionnels. En fait, ces spécialistes-là peuvent être, par exemple, une infirmière, un ergothérapeute, un travailleur social.
La durée des programmes, on parle de 3 à 5 ans, donc il y a de plus en plus de littérature là, qui préconise, là, en fait, dans les guides de pratique, d'avoir au moins des programmes de 3 ans, sinon de 5 ans. Et en fait, il y a deux études là, qui ont démontré, qui ont randomisé des patients qui avaient été traités dans des programmes premier épisode à aller soit aux soins réguliers ou continuer les programmes premier épisode. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ceux qui continuent les programmes premier épisode, ils vont demeurer plus longtemps en traitement et ils ont une rémission des symptômes positifs et négatifs qui va être également plus prolongée. Là, les études sont en train de regarder est-ce qu'ils vont aussi avoir une meilleure réinsertion socio-professionnelle. Ça, les analyses ne sont pas encore faites. Ça, je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, il y a un autre aspect qui est intéressant. Les guides de pratique recommandent qu'il y ait une évaluation des programmes qui soit intégrée à même la structure de soins. À la fois, regarder la qualité des services offerts. Donc, est-ce qu'on offre les services qu'on devrait offrir à chaque année? Et est-ce que comment évolue un individu? Donc, il y a quand même un certain monitoring avec des échelles de l'évolution de chaque individu pour voir quelle est l'efficacité, en fait, là, des services offerts. L'autre élément aussi important, c'est vraiment des activités de formation continue pour le personnel qui travaille. Puis c'est là où l'ACPEP peut jouer un rôle intéressant, donc notre association, parce que les plus petits programmes, des fois, c'est difficile de s'organiser des activités de formation continue, mais ils peuvent participer à ceux de l'ACPEP, puis ça fait qu'au cours de l'année, ils ont toutes sortes de modalités, soit en quittant leur lieu puis en allant dans des colloques que nous organisons, mais sinon même avec les webinars, ils peuvent participer à distance. Alors, où on en est avec tout ça au Québec? Donc, je vous ai montré tout à l'heure cette diapositive-là des programmes qui sont déjà implantés. Ça, j'ai déjà montré aussi. Alors, je vous explique un peu où vont les jeunes après, puis je vais revenir par la suite à est-ce qu'on réussit à bien implanter. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que, bon, j'ai séparé les milieux académiques qui sont habituellement dans des milieux urbains plus gros et les milieux non académiques qui sont plus dans des régions périphériques ou rurales ou semi-rurales. Et ce qu'on voit, c'est que, bon, il y a 16 de nos patients qui vont aller être suivis par un médecin de famille seul par la suite. 10 qui sont dans des cliniques là, de santé communautaire qui sont la première ligne là, au Québec. Ensuite, on a ici environ là, 55 qui vont être traités en psychiatrie de deuxième ligne, donc dans des programmes là, réguliers pour les troubles psychotiques plus chroniques. Et il y a un 13 qui vont se retrouver dans nos programmes de troisième ligne qui sont les équipes ACT là, ou PACT ou de suivi intensif dans le milieu pour des patients qui ont des profils plus un peu porte tournante, là, qui sont réhospitalisés à plusieurs reprises. On voit que la proportion est un peu différente dans les milieux ruraux et semi-ruraux, mais avec quand même en fait, beaucoup plus de jeunes qui vont être référés en première ligne. Ils vont utiliser, parce qu'il y a beaucoup moins de ressources, en fait, en deuxième ligne. Là. Donc, les gens s'adaptent. Il va y avoir quand même une proportion qui vont être encore suivis en deuxième ligne, puis une proportion quand même un peu moins dans des programmes de troisième ligne. Il y en a peut-être un peu moins qui sont disponibles aussi en région. Pour les programmes pédopsychiatriques, en fait, ce qu'on voit, c'est que 90 vont aller vers des programmes de psychiatrie adulte. Donc, ça souligne un peu je dirais, la non-pertinence de garder ces programmes-là pédopsychiatriques distincts des programmes de psychiatrie adulte. Ils devraient en fait être fusionnés ensemble pour que les programmes adultes puissent profiter de l'expertise des pédopsychiatres sur tout ce qui est l'aspect de développement des jeunes, des interventions familiales. Les pédopsychiatres sont beaucoup plus compétents dans ces domaines et à l'inverse que les psychiatres adultes puissent aussi peut-être faire profiter plus de l'expertise en réadaptation. En tout cas, au Québec, c'est moins présent en pédopsychiatrie. Donc, est-ce qu'on réussit bien à répondre là, aux recommandations? Donc, en termes d'accessibilité, vous allez voir ici en rouge, c'est ce qui est implanté dans moins de 30 des programmes. En jaune, ce qui est implanté dans 33 à 66 donc entre un tiers et 2 tiers des programmes. Et en vert, ce qui est implanté dans plus de 2 tiers des programmes. Donc, on n'a pas été très sévère dans les notes. Ce qu'on voit que, bon, d'abord, les sources de référence multiples, c'est surtout un problème dans les vieux programmes qui s'étaient en fait, installés autrement, qui demandaient souvent d'avoir la référence par un autre psychiatre. Et finalement, il y a une certaine résistance à changer les pratiques, alors que les nouveaux programmes, eux, appliquent assez bien cette recommandation-là. Pour l'intervention auprès de la communauté et des référents potentiels, ça, c'est assez bien partout. Donc, tout ce qui est la sensibilisation. L'évaluation rapide des nouveaux jeunes, encore, on voit que les nouveaux programmes performent bien, alors que les programmes
académiques qui sont souvent des programmes plus vieux. Il y en a qui performent bien, mais d'autres pas. Donc, on parle du 2 tiers des programmes. Là. En fait, c'est ça, moins du 2 tiers des programmes. Donc, entre 1 et 2 tiers des programmes puis qui performent bien. Et même chose pour ce qui est de l'évaluation formelle là, du programme et de l'évolution des patients. Il y a entre 1 et 2 tiers des programmes qui suivent cette recommandation. Pour ce qui est des critères d'admission, donc on voit que pour ce qui est des critères d'âge flexible, en fait, les programmes académiques, très peu ont implanté le continuum entre 12 et 35 ans, alors que les programmes non académiques, un peu plus. Inclure les psychoses affectives, donc les maladies bipolaires et non affectives. Tous les nouveaux programmes le font, alors que les programmes académiques qui avaient commencé à prendre seulement des patients avec schizophrénie ont continué à pratiquer de la même façon pour l'instant. Et le fait de minimiser les critères d'exclusion, ça, c'était bien. La durée des programmes, c'est bien partout, entre 3 et 5 ans. Maximiser l'engagement en faisant de l'outreach, ça aussi, c'est assez bien partout. Le modèle de prise en charge multidisciplinaire avec des psychiatres dans les équipes et des intervenants et psychiatres à temps plein ou presque, c'est aussi bien respecté dans la plupart des cliniques. Le case management, vraiment, c'est bien respecté dans les nouvelles cliniques, mais moins dans les cliniques académiques. Certaines avaient des modèles où, par exemple, le jeune va voir l'infirmière, puis il voit aussi un travailleur social et aussi un ergothérapeute et aussi un psychologue. Donc, ça, c'est à travailler dans les cliniques le plus installées. Le ratio, en fait, les nouvelles cliniques se sont souvent développées avec un nouveau budget ou pas toujours, mais respectent beaucoup plus les ratios, alors que les anciennes cliniques se retrouvent avec des très gros ratios de patients, comme j'ai mentionné tout à l'heure, et les réunions d'équipe hebdomadaires, c'est bien respecté également. Alors, quelle est la proportion des différents professionnels dans les équipes? Vous voyez que la plupart, en fait, on a encore séparé programmes non académiques et académiques. Donc, la plupart ont des psychiatres à temps plein dans l'équipe, ont des infirmières aussi, des travailleurs sociaux, des ergothérapeutes. Il y en a moins qui ont des psychologues, et surtout dans les programmes non académiques, c'est souvent une question aussi de nombre d'intervenants. Donc, si des programmes ont 3 intervenants, ils vont habituellement privilégier d'avoir un travailleur social et une infirmière dans l'équipe. Et il y a quelques équipes qui ont des spécialistes en support à l'emploi. On a ici les types d'interventions qui sont offertes. Donc, on voit, bon, bien sûr, la pharmacothérapie, il y a une petite erreur ici, mais c'est offert à tout le monde. La psychoéducation individuelle aussi, la plupart des programmes vont l'offrir de façon systématique. La thérapie cognitivo-comportementale en individuel. Plusieurs types d'interventions de groupe aussi, dans la plupart des programmes. La psychoéducation en groupe, dans la plupart des programmes. L'intervention individuelle pour l'abus de substances aussi, dans la plupart des programmes. Donc, c'est intégré à même le programme. Un programme de support à l'éducation, donc d'aider les jeunes pour le retour à l'école. On voit que c'est un peu plus présent dans les programmes académiques, mais quand même, jusqu'à 60% des programmes non académiques vont offrir cette modalité. La formation aux habiletés sociales, l'ergothérapie, de formation aux habiletés de vie autonome en appartement. Là, donc, ça, c'est quand même offert aussi dans une bonne proportion des programmes. Les programmes de support à l'emploi, donc un peu moins dans les programmes non académiques, un peu plus dans les programmes académiques. On a 70%, mais ça devrait être un item qui devrait être encore plus développé, de même que le support à l'éducation, parce qu'on sait que c'est ça qui va beaucoup changer, en fait, l'évolution, l'intégration sociale des jeunes à long terme. Des pairs aidants, c'est un peu plus implanté dans les programmes académiques, un peu moins dans les programmes non académiques. La thérapie cognitivo-comportementale de groupe aussi. Il faut dire qu'on a une spécialiste au Québec qui donne des formations aux différents programmes. Et on a d'autres programmes un peu plus... En fait, la remédiation cognitive qui est très présente chez vous, les très peu au Québec, donc ça, c'est un peu moins développé. Puis, il y en a qui offrent des modalités autres comme l'art-thérapie, etc. Les interventions familiales, donc, ça va varier, en fait, par rapport au type d'intervention, mais de façon générale, la plupart des programmes vont offrir des interventions familiales, mais on voit que, dans le fond, les programmes non académiques performent même mieux que les programmes académiques à ce niveau-là. Les interventions familiales en individuel aussi, les ateliers de psychoéducation pour les familles, souvent multifamilles, et des interventions plus thérapeutiques multifamilles, là, de type résolution de problèmes en famille et tout ça. Il y a quelques programmes qui vont l'offrir. Donc, je vais terminer avec les défis reliés à l'implantation à large échelle.
Donc, il faut être capable d'adapter le modèle à diverses réalités. Par exemple, au niveau géographique, je pense que c'est encore plus présent au Québec que chez vous. En fait, il y a certaines régions qui couvrent des territoires qui sont énormes. Par exemple, la région de Rimouski couvre 200 km à la ronde autour de l'hôpital et ce sont des régions peu densément peuplées. Il n'y a aucun transport en commun à l'extérieur du centre de Rimouski et même au centre de Rimouski, c'est un transport en commun qui est très peu développé. Donc, il faut organiser souvent des transports bénévoles pour que les jeunes puissent venir à la clinique ou leurs familles doivent les amener, ce qui est peu réaliste. Donc, une des solutions qui a été amenée, c'est que les intervenants font beaucoup d'outreach, se déplacent pour aller chez les jeunes, mais ça implique à ce moment-là qu'ils ne peuvent pas avoir des très gros caseloads. L'autre chose, il y a même des cliniques qui ont à la fois couvrir des milieux urbains et des milieux ruraux ou semi-ruraux, ce qui leur demande de déployer toutes sortes de mécanismes. L'autre chose, c'est que dans les régions à plus faible densité, vous avez vu qu'il y en a qui couvrent des populations entre 77 et 120 000, donc ils ont moins d'intervenants. Donc, un même intervenant ne peut pas avoir 15 formations différentes. Bon, il y a toute l'organisation du système de santé mentale qui n'est pas toujours faite pour favoriser ces programmes-là, mais ça s'améliore. Et après, il y a différentes régions qui ont des sous-populations. Donc, à Montréal, il y a beaucoup de multi-ethnicité. On a beaucoup d'itinérants au centre-ville de Montréal, puis il y a des régions un peu éloignées où il y a beaucoup d'individus de Premières Nations qui ont toutes leurs propres problématiques avec beaucoup d'alcoolisme, d'abus, etc. Pourquoi l'implantation demeure difficile? Souvent, les fonds sont insuffisants. Il y a de la difficulté à coordonner les différents acteurs de soins. Des fois, il y a des changements fréquents au niveau du personnel et plus il y a des changements, plus ceux qui sont présents s'épuisent. Et il y a aussi des réticences à changer les pratiques qui sont déjà établies. Donc, je vous ai parlé déjà de ces solutions-là. Ensuite, c'est certain que le partage via l'ACPEP d'outils peut aider les plus petites cliniques qui n'ont pas le temps de développer des outils en plus de donner des services. Donc, ça fait partie d'une des solutions que je n'avais pas nommées. Sinon, bien, dans les régions rurales, ils vont souvent, au lieu de faire plusieurs groupes différents, ils vont essayer, dans une même thérapie de groupe, de viser différents objectifs ou encore d'offrir des groupes dans différents lieux, un après l'autre. L'adoption de normes peut être une solution, mais on sait qu'il faut aussi beaucoup soutenir les équipes. Et j'y reviens dans la prochaine diapo. En fait, il y a eu plusieurs pays qui ont adopté des normes et ils ont fait des études comme, par exemple, de diffuser notre cadre de référence. Et on s'est rendu compte que simplement diffuser les normes, ce n'était pas quelque chose de suffisant. Les équipes y adhèrent de façon hétérogène. Donc, il faut vraiment soutenir les équipes. Et il y a différentes façons de faire. Ça a été démontré dans la littérature que des réseaux de cliniciens et de chercheurs qui offrent du réseautage, comme l'ACPEP peut l'offrir, c'est vraiment une des solutions qui va permettre un mentorat, en fait, parfois des plus vieilles cliniques envers d'autres ou ceux qui sont plus forts dans certains domaines que d'autres. Donc, cette communauté de pratique-là peut aussi aider les gens à persister puis à se rendre compte qu'ils ne sont pas les seuls à faire face à certaines difficultés. Le Centre national peut également aider, donc à donner des formations, faire du coaching, éventuellement faire des homologations. Là, j'y reviendrai, puis je termine sous peu. Et finalement, la collaboration entre toutes ces instances-là pour avoir un même discours va être nécessaire. On peut utiliser aussi des échelles de fidélité, mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, il y en a plusieurs. À peu près chaque pays fait sa propre échelle, ce qui nous dit que, puis on a nous-mêmes étudié plusieurs échelles pour savoir laquelle on prendrait. Puis on se rend compte qu'en fait, chaque échelle est un peu faite pour répondre à la réalité de sa propre localité. Donc, en conclusion, donc, le modèle PEP est développé depuis les 30 dernières années. C'est démontré efficace à la fois cliniquement et économiquement. Il existe déjà un certain consensus à propos des interventions qui sont jugées souhaitables ou essentielles. Et par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a besoin d'un support pour les mettre en place. Et on a encore besoin de recherche, en fait, pour savoir quels sont les meilleurs moyens d'aider au respect de ces composantes essentielles. Donc, une des solutions qu'on propose, c'est vraiment la création, en fait, d'un réseau francophone international dans l'intervention précoce pour, en fait, multiplier les occasions de formation continue, d'échange et de réseautage. Et donc, le professeur Conus en a parlé, mais on a vraiment l'objectif d'avoir une meilleure visibilité, d'être aussi plus légitime quand vous approchez vos décideurs, de dire, bien, l'association francophone de l'IEPA recommande telle chose. Donc, ça nous amène une certaine légitimité. On vise un focus quand même très clinique et de permettre le réseautage des cliniciens avec une ouverture
aussi à la recherche, hein, nous permettent en fait d'intégrer en fait les connaissances de la recherche dans nos cliniques. Et il y a déjà des manifestations de prévues. Notre présence ici en était une. Et on est vraiment intéressé, en fait, là, à avoir des gens pour venir se joindre à notre équipe. Donc, vous avez ici nos courriels. N'hésitez pas à nous contacter. On veut mettre très rapidement un site web, en fait, en ligne. Et je vous invite, en fait, au Québec, probablement le 29 mai, la date reste à préciser. Il y aura une journée d'intervention précoce où on va parler, en fait, de l'implantation, essayer de partager des outils. On va essayer de, si vous avez des outils à partager, contactez-moi. On va être à la recherche là, de gens pour nous faire des présentations, puis nous parler de vos réalités aussi en France. Merci.